Bonjour et bienvenue au Media Lab. Je suis Armelle Moulard en compagnie de Solène Horvatic. Nous sommes étudiantes en L3 de droit et sciences politiques. Nous avons le plaisir d'accueillir Thierry Bazac dans le cadre de la seconde édition de la masterclass Global Actors for Peace. Bonjour, donc vous êtes titulaire de la chaire de recherche Francky à l'Université de Namur en Belgique. Auparavant, vous étiez directeur scientifique à l'IRSEM, donc l'Institut de recherche stratégique français de l'école militaire, qui est en outre rattaché au ministère français de la Défense. Ma première question est la suivante. Pour définir un rituel, il faut, selon vous, adopter une approche empirique. Dans le chapitre 1er de votre livre « Le manuel de diplomatie », vous prenez l'exemple du protocole diplomatique. Plus précisément, vous partez de l'analyse de la poignée de main. Donc ma question est la suivante. En quoi ce geste est-il un rituel ? Généralement, on considère que la poignée de main, c'est quelque chose d'assez banal, puisque au quotidien, on serre des mains, on fait la bise, dans certaines traditions, on se frotte le nez, donc ça peut sembler être quelque chose qui est fait de façon presque naturelle. Mais il ne faut pas oublier que la poignée de main a une histoire, c'est-à-dire que les premiers humains qui se sont rencontrés ne se sont pas serrés la main, et que c'est au fur et à mesure que ça s'est d'une certaine façon imposé comme étant une manière d'entrer en relation avec quelqu'un. Alors, ça devient un rituel à partir du moment où on a vraiment un rituel de la poignée de main quand ça doit respecter un certain nombre de règles. Et quand ces règles, d'une certaine façon, nous disent si ça a réussi ou pas. Ça, c'est à partir de ce moment que ça devient un rituel. Et donc, la poignée de main devient, d'une certaine manière, le moment où l'on ouvre un peu de son espace à une autre personne et où on reconnaît à cette personne, si vous voulez, une certaine existence. Ne pas serrer la main, ça peut être, dans certaines circonstances, une façon de mépriser, une façon d'ignorer, une façon d'exclure. Alors que quand vous serrez la main à quelqu'un, même si c'est votre ennemi, d'une certaine façon, vous lui reconnaissez une existence. Et ça, en cela, on entre dans une phase de ritualisation parce que ça respecte un certain nombre de codes et un certain nombre, on sait que ça a fonctionné, on sait que ça a raté. Vous savez d'ailleurs que parfois, quand vous essayez de serrer la main de quelqu'un, si ça rate, par exemple, un doigt qui s'est mal mis et tout ça, même si c'est une personne qui vous est proche, ça peut établir un inconfort, quelque chose de pas très agréable, où on s'excuse d'ailleurs, parce que la poignée de main n'a pas été serrée dans des circonstances selon les conventions acceptées. Si on la serre trop fort, par exemple, ou si elle est molle, toutes ces choses. Donc, il y a une bonne poignée de main, il y a une mauvaise poignée de main, il y a un certain nombre de... Donc, parce que c'est codifié, et parce que ça respecte un certain nombre de normes, c'est en cela que ça commence à être un rituel. Sans que ce que je viens de dire soit la définition du rituel, bien sûr. Et pour continuer sur le rituel, pouvez-vous nous exposer brièvement l'influence qu'ont eu les Occidentaux dans la codification des rituels diplomatiques? Les Occidentaux ont une influence importante parce que, si vous voulez, ça dépend. Les traditions diplomatiques, bien sûr, on peut remonter très très loin, on peut aller jusqu'à la Mésopotamie pour voir comment petit à petit la question des cadeaux, par exemple, va être insérée dans la pratique de ce qu'on appelle aujourd'hui diplomatie, puisque ce n'était pas le nom à l'époque. En tout cas, on appelait ça rapport entre entités politiques. Donc, on peut déjà avoir cela au début. Mais les Occidentaux vont avoir une importance capitale parce que, d'une certaine façon, certains systèmes diplomatiques dont nous sommes héritiers aujourd'hui, dont le système international actuel est l'héritier, on porte la marque et l'empreinte de l'Occident, notamment le système diplomatique qu'on peut appeler le système diplomatique italien ou le système diplomatique français. Donc ça, ce sont deux grandes traditions diplomatiques qui ont fondamentalement transformer, si vous voulez, la manière dont les rituels sont faits. Mais ça ne veut pas dire que dans d'autres traditions, il n'y avait pas. Je vous ai donné l'exemple de la Mésopotamie, mais si vous regardez dans la Chine ancienne, il y avait aussi un certain nombre de pratiques qui étaient des pratiques qu'on peut considérer comme étant des précurseurs en termes de protocole diplomatique, par exemple. Voilà. Merci. Lors de vos recherches, vous avez travaillé sur la défense et la sécurité nationale française. Quel regard portez-vous sur la mise en place du dernier état d'urgence en France? Alors, c'est une question différente, évidemment. Oui, bien sûr. Mais ça touche à des travaux que j'ai faits il y a une dizaine d'années déjà. Ça passe vite. Mais la question de l'état d'urgence, évidemment, il y a état d'urgence que si c'est limité dans le temps et si ça accomplit, évidemment, ce que c'est censé faire. Un état d'urgence, c'est une façon, à un moment T0, T1, si on préfère, où on décide de suspendre un certain nombre d'éléments qui relèvent du droit normal, pour dire les choses, et on applique un ordre juridique qui est exceptionnel, hein, disons les choses comme ça. Alors cet ordre juridique est exceptionnel pour autant qu'il reste limité vraiment dans le temps et qu'il soit contrôlé dans le temps.
Mais l'état d'urgence a aussi une fonction, parce que ça donne un certain nombre d'outils aux forces de l'ordre, à l'autorité judiciaire pour agir plus vite, dans un certain nombre de cadres. Mais en même temps, ça a aussi une fonction psychologique, hein, l'état d'urgence. C'est-à-dire que ça donne un signal à la population qu'on est dans une circonstance qui est un peu pas celle dans laquelle on a l'habitude de vivre. Autrement dit, ça rompt l'habitude, ça fait entrer dans un espace différent. Par conséquent, pour conclure, on peut dire que tout état d'urgence, et le cas français n'est pas exceptionnel en la matière, tout état d'urgence doit être limité dans le temps et être révisable de façon très régulière pour voir s'il accomplit cette double fonction, sa fonction que j'appelle une fonction matérielle, qui est celle de permettre que le droit s'applique différemment, en donnant des nouvelles responsabilités et de nouveaux droits, de nouveaux pouvoirs aux autorités policières et judiciaires, mais en même temps une fonction psychologique qui permet de dire aux individus, à la population, on est dans des circonstances particulières qui requièrent donc ces instruments particuliers. Voilà. Et pour terminer les questions, dans le cadre de la Masterclass Global Actors for Peace, vous intervenez sur le thème « Le diplomate et l'anthropologue, la paix comme champ ritualisé ». Selon vous, quelle est la place du rituel dans l'accomplissement du processus de paix? Alors, ça, pour moi, c'est une place fondamentale, mais qui est ignorée, parce que, si vous voulez, dans beaucoup de travaux sur la question de la résolution des conflits, ou ne serait-ce que sur la question du traitement de la violence, parce qu'un conflit, c'est quand même un épisode violent, qui peut être plus ou moins long, généralement, on a tendance à considérer que ça doit être résolu en employant ce qu'on appelle les instruments rationnels. Et donc, tout ce qui est d'une certaine façon perçu comme étant hors rationnel, je ne dis pas irrationnel, hors rationnel, ou du moins pas totalement perceptible par la rationalité, eh bien, est considéré comme ne faisant pas partie de ce champ de la résolution des conflits. Or, les différents travaux récents de certaines personnes en anthropologie commencent à s'intéresser. On a tout un champ maintenant. Il y a ce qu'on appelle l'anthropologie des politiques publiques et tout ça, mais on oublie qu'il y a tout un champ aussi sur la question de la résolution des conflits qui s'intéresse vraiment à la manière dont les rituels permettent de transformer les rapports entre les individus, de transformer l'identité de ceux-ci, de recréer un nouveau monde et de permettre une paix beaucoup plus durable, si vous voulez. Donc à ces niveaux, je pense que les rituels ont une place très importante. Évidemment, la conférence permettra de montrer un peu comment, quels sont les mécanismes, les choses de ce genre. Oui. Très bien, écoutez, il ne nous reste plus qu'à vous remercier pour avoir accepté notre invitation et répondu à toutes nos questions. Nous rappelons que vous avez donc co-dirigé à la rédaction du manuel de diplomatie qui a été publié le mois dernier et dans lequel vous abordez notamment la question des rituels dans la diplomatie. Merci de nous avoir suivis et à une prochaine fois.